L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Carnet de route. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région fascinante aux confins de la Chine, la préfecture autonome coréenne de Yanbian et son joyau naturel, le mont Changbai. Pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir de me faire accompagner de mon collègue Rogo. Et bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. C'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager nos connaissances sur cette région extraordinaire qui reste malheureusement méconnue des voyageurs occidentaux. Avant d'entrer dans les détails, pourriez-vous nous situer plus précisément cette région, Rogo? Oui, la préfecture autonome coréenne de Yanbian se trouve dans la province de Jilin, à l'extrême nord-est de la Chine. Elle couvre une superficie d'environ 43 000 km², soit à peu près la taille de la Suisse. Elle partage une frontière de 523 km avec la Russie et de 302 km avec la Corée du Nord. C'est une région essentiellement montagneuse, dominée par la chaîne du Changbai, qui s'élève à 2744 mètres d'altitude. Vous avez mentionné le terme autonome. Qu'est-ce que cela explique exactement? C'est une caractéristique administrative très intéressante. La préfecture de Yanbian est l'une des 5 préfectures autonomes de Chine. Les Shaoqianzhou, ou Coréens de Chine, représentent environ 36% de la population locale, soit près de 800 000 personnes. Cette autonomie se traduit concrètement par une forte présence de la culture coréenne dans la vie quotidienne. Par exemple? Oui, par exemple, toute la signalisation est bilingue chinois-coréen. Les écoles proposent un enseignement dans les 2 langues. Les fonctionnaires doivent souvent maîtriser les 2 langues. Donc les enfants, depuis tout petit, ils apprennent 2 langues. Une fois adultes, ils maîtrisent les 2 langues. Ça facilite leur vie et travail dans cette région. Oui, c'est plus pratique. Et comment cette importante communauté coréenne s'est-elle établie dans la région? C'est une histoire fascinante qui remonte à la fin de la dynastie Qing au 19e siècle. La première vague d'immigration significative a eu lieu dans les années 1860. Le gouvernement Qing, qui cherchait à développer ces régions frontalières peu peuplées, a accueilli favorablement ces migrants. Les Coréens ont apporté avec eux leurs techniques agricoles, notamment la culture du riz en terrasse qui était alors inconnue dans la région. Ils ont littéralement transformé les paysages, créant ces rizières en escalier qui caractérisent encore aujourd'hui certaines vallées de Yanbian. Une deuxième vague importante, Manon, entre 1910 et 1945. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, ces communautés ont été officiellement reconnues comme l'une des 56 minorités ethniques du pays. Et comment cette identité coréenne s'exprime-t-elle aujourd'hui dans la vie quotidienne? C'est passionnant à observer. Prenez Yanqi, la capitale de la préfecture. C'est une ville moderne de 700 000 habitants, avec ses gratte-ciel et ses centres commerciaux, mais qui conserve une forte identité coréenne. Dans les rues, vous entendrez parler coréen aussi souvent que chinois. Les traditions coréennes sont très vivantes. Par exemple, les Nouvel An lunaire se célèbrent à la fois. Oui, selon les coutumes des 2 ethnies. Les familles préparent aussi bien des raviolis chaozi que la soupe de gâteaux de riz coréenne tokgung. Les mariages suivent souvent encore les rituels traditionnels coréens, même si les jeunes couples y ajoutent des éléments modernes.
d'accord. Donc, si on veut connaître les coutumes coréennes. On peut beaucoup apprendre de la culture coréenne dans cette région, bien entendu. Venons-en au mont Changbai. Alors, comme c'est un mont très connu en Chine, pourquoi est-il si important dans la culture locale? Le mont Changbai est bien plus qu'une simple montagne. C'est un volcan sacré qui occupe une place centrale dans la mythologie coréenne et mandchoue. Les sommets abritent un lac de cratères extraordinaires, le Chanchi, ou le lac du ciel. C'est l'un des plus hauts lacs de cratères au monde, situé à 2189 mètres d'altitude. Il fait 13 km de circonférence et atteint une profondeur de 384 mètres. Ces eaux, d'un bleu profond, sont entourées de parois volcaniques qui s'élèvent à plus de 400 mètres au-dessus du lac. La montagne est également considérée comme l'une des montagnes les plus pures de Chine. Oui, évidemment, ces ressources sont connues pour qualité exceptionnelle. Et du coup, beaucoup d'entreprises de l'eau minérale se sont installées dans la région. Et comment organiser une visite du mont Changbai? Y a-t-il des périodes plus favorables? Je pense que l'hiver, c'est pas une saison idéale pour visiter le mont Changbai. Oui, ce n'est pas une saison idéale par rapport au froid, mais si vous y allez pendant l'hiver, vous allez remarquer un monde impressionnant, sérieux vers ces monts. Donc, même en hiver, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent braver le froid pour découvrir le lac Chanchi. Je pense que la visite exige une très bonne organisation. La météo est capricieuse et c'est pas sûr qu'on aura de la chance de voir l'arc-en-ciel de Tianchi, n'est-ce pas? Et je conseille de prévoir au moins 3 jours dans la région pour maximiser les chances de voir les lacs du ciel dans de bonnes conditions. La meilleure période est de juillet à septembre où le temps est plus stable. En octobre, les forêts se parent de couleurs automnales spectaculaires, mais le brouillard est plus fréquent. Et pour accéder au sommet, il existe plusieurs voies, n'est-ce pas? Il existe plusieurs voies d'accès au sommet, madame. Oui, le versant nord est le plus développé et le plus accessible. Le bus navette vous emmène jusqu'à environ 1000 mètres du sommet, puis vous continuez à pied ou en téléphérique selon les conditions. Le versant ouest offre une approche plus sauvage et moins touristique, mais l'accès est plus difficile. Ah, d'accord. Donc, on a plusieurs options pour accéder au sommet. Voilà. Et quelles sont les principales activités qu'on peut pratiquer sur le mont Changbai? Le mont Changbai est fascinant car il offre des expériences très différentes selon les saisons. En été, de juin à septembre, c'est la saison de la randonnée et de l'exploration botanique. Car la montagne abrite plus de 2000 espèces de plantes dont certaines sont endémiques. 2000 espèces, c'est énorme. C'est énorme. C'est aussi la saison de la cueillette des champignons, notamment le pressier machutak, qui peuvent se vendre jusqu'à 500 € le kilo. L'automne, de fin septembre à mi-novembre, est spectaculaire avec les couleurs flamboyantes des érables et des bouleaux. C'est la meilleure période pour la photographie. Les matins sont souvent brumés, créant des ambiances mystérieuses autour du lac du ciel. L'hiver, je l'ai dit tantôt, de décembre à mars, transforme complètement la montagne. Les températures descendent régulièrement sous les moins 30 degrés Celsius. Mais cela crée des phénomènes naturels extraordinaires. Les arbres de glace se forment quand l'humidité gelée s'accumule sur les branches. Et c'est le meilleur moment pour faire du ski. Et Rocco, comment est la station de ski du mont de Changbai? La station de ski du mont Changbai propose 10 pistes principales dont la plus longue fait 3 km. Les habitants des endroits où il fait froid, souvent ils ont l'habitude
d'aller se baigner dans la source chaude. Oui, ça, ce sont les mystères de Dieu. Les sources chaudes du mont Chambai sont uniques au monde. La principale source, Julong Hot Spring, est située à 2000 mètres d'altitude, ce qui en fait l'une des sources chaudes les plus élevées d'Asie. C'est magique, à cette altitude, l'eau continue à jaillir. L'eau jaillit à 82 degrés Celsius et contient de nombreux minéraux aux propriétés thérapeutiques reconnues. Il existe plusieurs stations thermales au pied de la montagne qui proposent différents bassins de températures variées. Certains sont en plein air, offrant une vue magnifique sur les montagnes enneigées en hiver. Et la région est-elle accessible toute l'année? Oui, mais les conditions d'accès varient considérablement. En été et en automne, on peut accéder au sommet en bis jusqu'au point de départ du téléphérique. En hiver, seuls les véhicules spéciaux peuvent monter et l'accès au lac est parfois fermé en cas de tempête. Je recommande vivement de séjourner à Erdobae, la ville la plus proche de l'entrée nord. Cette ville s'est beaucoup développée ces dernières années et propose maintenant tout type d'hébergement, de guest house familial aux hôtels 5 étoiles. Ah, c'est pratique, hein? On a tous les types d'hôtels à notre choix. Si le lendemain matin, si on voulait accéder au sommet, il faut se lever tôt, hein? Donc c'est commode si l'on est hébergé au pied du mont Chambai. Et parlons de la gastronomie locale. Quelles sont les spécialités à ne pas manquer pour les visiteurs? La cuisine de Yongbyon est un fascinant mélange de traditions coréennes et mandchoues. Les plats emblématiques est le Yanchi Bibimbap. C'est une version locale du bibimbap coréen enrichie d'ingrédients locaux comme les champignons sauvages du mont Chambai. Les restaurants de barbecue coréens ou Korean BBQ sont très populaires. La viande locale, particulièrement le bœuf et l'agneau, est réputée pour sa qualité car les animaux paissent dans les prairies d'altitude. En hiver, ne manquez pas les Chambai Mountain Hot Pot, une fondue préparée avec des herbes médicinales de la montagne. La soupe est servie bouillante avec des tranches fines de viande, des légumes locaux et des champignons sauvages. Donc dans cette région, il n'y manque rien, hein, les activités, les sports d'hiver, la gastronomie. Et quels sont les événements culturels marquants de la région, comme ici se rassemblent plusieurs ethnies? Oui, le calendrier culturel là-bas est très riche et varié. Le plus important maintenant, c'est le festival de la culture Chaotianzo qui se tient en août. Pendant une semaine, la ville de Yanchi devient une scène géante où se produisent des troupes de danse et de musique traditionnelles. Les danses du tambour sont particulièrement impressionnantes. En janvier, le festival de glace de Yongbyon propose des sculptures sur glace et des spectacles de patinage artistique. C'est plus intimiste que le célèbre festival de Harbin, mais plus authentique. Au printemps, le festival de fleurs des cerisiers attire de nombreux visiteurs. Les parcs de Yanchi sont magnifiques avec leurs allées bordées de cerisiers en fleurs. Vraiment, comme vous disiez, le calendrier culturel est très riche, surtout le festival culturel de Chaoxianzhu, de l'ethnie coréenne de Chine. Ainsi, c'est renfermé la première partie de notre émission.